Bonjour. Nous avons aujourd'hui une belle rencontre, une conversation autour du livre de Maurizio Lazzarato, Ce que la guerre en Ukraine peut nous enseigner, hein. Maurizio est un chercheur indépendant. Il vient de l'opéraïsme italien des années 70. Après, il a beaucoup étudié le travail dit matériel, la dette comme forme de gouvernement et aussi, plus récemment, la question de la guerre, non, de l'imbrication de la guerre et du capitalisme, d'abord avec Guerre et Capital avec Éric Aliès, et après une série de 3 livres, donc celui-là, c'est le troisième, en développant ces idées-là et aussi en faisant des provocations et des discussions au sein d'une certaine tradition révolutionnaire. Et pour discuter avec lui, on a appelé Léon Kossovitz, qui est professeur émérite depuis quelques semaines à l'Université de São Paulo. Il a notamment publié Signe et pouvoir chez Nietzsche et travaille avec toute une série de jeunes et moins jeunes artistes, chercheurs, et une œuvre, on va dire, qui est très critique d'une compréhension évolutive du monde des arts. Alors, on va commencer avec Léon, qui donc a lu le livre et va donner une première contribution. Et après, on passe à Maurizio et on suit de cette façon la conversation. Bem-vindo, Léon. Merci. Je suis très content d'être avec vous, Jean et Maurizio. J'ai lu le texte de Maurizio. Il m'a suscité des questions importantes. La question, disons, la plus touchante était celle de l'Ukraine même. Je crois que Maurizio, vous préférez Maurizio ou Lazzarato? Maurizio. Maurizio commence à travailler la question ukrainienne. Il ne la développe pas parce que vraiment il a écrit sur d'autres sujets également importants et qui font liaison avec la question de l'Ukraine. L'Ukraine, là, je m'attendais à des difficultés assez grandes dans le sens de cette invasion de Poutine. Je parlerai comme russe ou ukrainien. Vous savez que l'Ukraine, elle n'est pas la langue de la Galice ukrainienne. C'est une des langues de l'Ukraine, parce que la langue dominante a été toujours le russe. Donc, je peux revendiquer aussi l'Ukraine en parlant russe. Mais justement, je m'intéressais beaucoup en tant que Brésilien, parce que je notais cette construction terrible qui apparaît plusieurs fois chez Maurizio d'une façon très, très intéressante, celle de l'OTAN. Et le danger que l'OTAN représente pour les pays en général du monde. Je ne dirais pas du sud ou de l'Occident, de l'Orient. Je n'aime pas cette géographie qui est plutôt journalistique, mais des pays qui se sentent menacés, comme le Brésil lui-même. Il a été menacé par les États-Unis directement, donc par l'OTAN indirectement. Déjà, ça fait combien de temps? Quelques années, quand on a mis à bas le gouvernement du PT. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Premièrement, parce que je vois une chose qui me touche fortement. J'aime bien l'Europe, la France, l'Italie. Je me sens très lié
matériellement avec la France et affectivement avec l'Italie. Dans les années 70, j'étais à Urbino et j'ai discuté avec les gens du Manifeste. J'avais un contact très intéressant avec la gauche italienne à cette époque-là. Mais j'ai vu récemment cette France, cette Italie devenir des pions des États-Unis à travers l'OTAN. Ça me fait peur, ça me fait peur. J'ai beaucoup souffert, je souffre encore beaucoup avec ça. L'Europe entière, elle commence à devenir, disons, une région colonisée par les États-Unis. Je crois que c'est une colonisation de fait, c'est quelque chose de très réel. Même la pensée, j'essaie de suivre la télé française, je vois que les thèmes qu'on discute là-bas, ils sont très proches des thèmes américains. Mais, disons, politique, cette division que l'OTAN a introduite, elle est grave. Elle inclut évidemment plus que l'Atlantique Nord, le Pacifique Nord, le Japon, la Corée du Sud, et aussi le Pacifique Sud, l'Australie. Ce n'est pas peu de choses. Le monde commence à réagir et Maurits le montre très très bien. Une réaction contre cet état de choses où on essaie de pressionner, faire pression sur la Russie d'un côté et sur la Chine de l'autre côté de la planète. Ce qui se passe en Russie, je vois qu'il n'y avait pas d'autre choix à Poutine, selon celle d'envahir l'Ukraine. Parce que vraiment, il se sentait menacé. Il y a toute une histoire qu'on connaît bien, disons au début déjà la Tchétchénie, qui a été soulevée, mise en soulèvement il y a déjà quelques temps, mais c'était dans les frontières de la Russie, et après la Géorgie, et maintenant l'Ukraine. Je me souviens très bien la place Maïdan en 2013, quand il y avait une dame vêtue de noir, frêle, elle semblait un corbeau, une anglaise, une petite dame anglaise, qui courait de tous les côtés de la place comme représentante évidemment de l'OTAN. Ça m'a pris mal aussi. J'ai craint ce qui allait arriver et qui est en fait arrivé. Je trouve que la Russie, elle se défend en protégeant son territoire. Elle est appuyée par la Chine et par d'autres pays d'une manière plus ou moins directe, comme l'Iran, etc. Je crois que Maurizio, je suis tout à fait d'accord avec lui que c'est une guerre perdue des Américains et de l'OTAN. Mais, disons, les morts qui se succèdent, la destruction d'un pays, c'est quelque chose de terrible. La presse, elle nous montre un côté absolument imbécile, propagandiste de tout ce qui arrive en Ukraine. On montre des réfugiés qui fuient vers l'ouest, mais on ne montre pas ceux qui fuient vers l'est, vers la Russie. Et comme ça, on fait vraiment un broglio, où tout un peuple paie très très cher. C'est lamentable. C'est douloureux de voir ces destructions d'un peuple
qu'il y ait plusieurs peuples dans un sens ethnographique ou linguistique au moins. C'est ça, et je trouve que Maurice a commencé son texte avec l'Ukraine. Et après, il est parti pour analyser d'autres choses, d'autres questions très importantes et liées à cette question-là. Ça m'a beaucoup touché aussi la question de la pensée que j'ai vécue à Paris, celle de mes professeurs Deleuze, Foucault, Lyotard. Je me souviens très bien de ce qu'ils faisaient à l'époque, mais ce que j'ai appris à l'époque, c'était autre chose. C'est plus tard, à partir de 1975, je crois que ça a commencé à tourner chez eux dans un sens de ces activités ponctuelles, comme chez Foucault, etc., qui est vraiment mettent en doute la question de la supposée révolution de mai 68. Je crois que c'était pour moi, j'étais vraiment... je me suis trompé. Je croyais vraiment que 68 était quelque chose de révolutionnaire. Et ce n'est pas vrai. Et Maurizio, en lisant Maurizio, il m'a confirmé mes points de vue. Je suis très content de ce qu'il a écrit à ces sujets-là. Il a écrit aussi d'autres choses, mais je ne veux pas prendre votre temps avec ça. J'ai été invité à cause de l'Ukraine par notre ami Peter. Mais quand même, comme j'étais élève de ces gens-là, et j'ai lu beaucoup de ces ouvrages, j'ai cru que je pouvais lire avec utilité ce que Maurice a écrit. C'est ça, pour commencer, pour débuter. Maurizio? Oui. Dis-moi. Tu veux commenter? Tu veux répondre? Je ne sais pas, discuter à partir de ce que a dit Léon? Ou... Oui, je peux dire quelque chose. D'abord, sur l'Europe, le problème, c'est que la guerre en Ukraine contient en soi plusieurs guerres. Hein? Une des guerres fondamentales que les Américains sont en train de combattre, c'est contre l'Europe. Hein? Donc, ils ont réussi. Les Américains n'ont jamais aimé l'euro. La naissance de l'euro pour eux, ça a été toujours un problème. C'est-à-dire que le problème fondamental pour les Américains, c'est la monnaie. Hein? C'est le système monétaire et financier international. Ce qui est en crise en ce moment, c'est le dollar. Hein? Et là, on voit encore une explicitation de cette histoire avec la crise financière. Hein? Alors, le problème, c'est que la Chine a commencé la dédollarisation il y a quelques temps. Et il y a différents pays, dont le Brésil, avec Lula, qui a proposé, par exemple, voilà, une monnaie pour l'Amérique latine, sûr. Hein? Donc, si les Américains perdent le contrôle sur le dollar, sur la financiarisation au niveau mondial, ils vont s'écrouler. C'est ça, l'origine de la guerre, c'est ça. À mon avis. Le problème, c'est vraiment la dollarisation qui les menace et le fait que le dollar est en train de... que c'était la forme impérialiste qui avait pris l'impérialisme, il avait changé de forme par rapport à l'époque classique de Lénine et Luxembourg. Ce n'est pas un impérialisme territorial, c'est un impérialisme de la monnaie. Dans cet impérialisme, l'euro, c'était un problème pour les Américains et ils ont réussi, avec cette guerre, à remplacer l'axe France-Allemagne avec les pays de l'Est, au centre la Pologne. C'est-à-dire qu'il y a
n'y a plus seulement l'impossibilité de faire une confédération européenne, mais il y a aussi l'impossibilité de faire l'Europe des nations. Maintenant, c'est l'Europe des nationalismes, avec la Pologne qui est au centre. Pratiquement, l'Europe, elle est gérée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays de l'Est, au centre la Pologne, que c'est les pays les plus réactionnaires, les plus homophobes, les plus à droite, les plus antisocialistes, ce que vous voulez de l'Europe. Donc, il y a eu un changement radical qui s'est mis en place. Parce que la première pays défait, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un des cibles fondamentales des États-Unis. Donc, l'Europe, avec cette guerre, a complètement changé de visage, a complètement changé de forme d'organisation. Et Macron et l'Allemagne sont hors jeu pratiquement. Sont hors jeu. Donc, c'est un événement très important, cette guerre, parce que, moi, en réalité, ces petits livres-là, je les fais plutôt sur la guerre que sur l'Ukraine. J'ai commencé avec l'Ukraine, mais parce que les concepts de guerre, je pense qu'il faudrait les... Il y a deux concepts qui ont été, disons comme ça, refoulés, ou des concepts tabous par la pensée des années 50 ans, la pensée critique, c'est le concept de guerre et le concept de révolution. C'est très étonnant parce que ce sont les deux concepts de la tradition révolutionnaire. Donc, ces deux concepts ont été mis de côté. On a discuté beaucoup de choses, mais on a refoulé ces deux concepts. Alors, la guerre arrive, effectivement, et les gens se demandent mais comment est-il possible qu'il y ait la guerre et tout ça, blablabla. En réalité, la guerre était toujours là. Si vous prenez depuis 1814 à l'année dernière où commençait la guerre, c'est un siècle et quelques années, non? Un siècle, il y a eu 4 fois que le capitalisme a mis l'humanité au bord de l'abîme. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, guerre froide, où il y avait la possibilité de l'élimination, et cette guerre-là. Donc, 4 fois. Ça revient, c'est une récurrence, c'est une répétition, si vous voulez. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que dans ce siècle, il y a eu 4 fois la mise en danger de l'humanité, et là, cette mise en danger est doublée aussi par la crise écologique, c'est difficile de comprendre ce qui est en train de se passer. Là, on est face à ce type de situations, et malheureusement, on n'avait pas beaucoup de concepts théoriques pour aborder cette question. Donc, j'ai essayé de façon un peu rapide de définir quelques catégories. L'autre chose fondamentale, donc il y a deux, c'est la différence qui s'est faite entre nord et sud, qui à mon avis reste encore, malgré la mondialisation, reste encore des différences, malgré que la mondialisation a essayé d'implanter des nord dans le sud et des sud dans le nord, quand même, il y a des différences remarquables entre les pays occidentaux et le sud. Il se manifeste, par exemple, avec la guerre. C'est l'Occident qui est favorable à cette alliance de la NATO globale, de l'OTAN globale et des États-Unis, mais la plupart des pays du Sud sont contre. Ou bien ils sont vraiment contre, ou bien ils sont pour le non-alignement, mais de toute façon, ils sont contre établir des pénalités à la Russie. Moi, je pense que ce point de vue est très important, qui se répercute, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, dans le fait que ces pays essayent de sortir de la pièce du dollar. Donc, le fait que aussi bien la Russie que la Chine, que l'Inde, que le Pakistan essayent de trouver un système pour sortir de la capture monétaire et financière des Américains, c'est que sa façon voudrait faire aussi Lula au Brésil, c'est un symptôme de la nécessité de sortir de l'impérialisme du dollar. Alors là, le concept d'impérialisme, c'est un autre problème. Le problème fondamental, c'est que ce concept a été refoulé aussi par les théories politiques de l'Occident. Parce que vous trouvez normalement
Negri et Hart l'ont carrément dit que c'était pas une catégorie correcte. Hein. Ils ont inventé cette histoire de l'Empire qui n'a jamais existé, il n'existera jamais. Hein. Ils ont inventé aussi cette histoire que l'Empire avait été attaqué. Ils ont fait une science-fiction sur comment s'organisait la géopolitique. Hein. Et donc, là, par contre, voilà, il y a d'autres comme Foucault, Deleuze ont ignoré cette catégorie. Hein. Si vous trouvez les intellectuels du Sud ont toujours utilisé impérialisme. Hein. Ce n'est pas un problème. Impérialisme, parce que c'est une question de positionnement différent même. C'est comme les féministes. Les féminismes blanches ne parlent jamais d'impérialisme. Les féminismes noirs parlent toujours d'impérialisme. Il y a vraiment un problème sur cette histoire de l'impérialisme. Il faudrait... Moi, je suis convaincu que c'est une catégorie pertinente. C'est une catégorie pertinente parce que le capitalisme a eu un changement radical avec la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, entre Marx et Lénine, il y a un changement très important de la configuration du capitalisme. Le capitalisme, et c'est pour ça que la guerre n'a pas été thématisée, parce qu'on a éliminé la catégorie d'impérialisme. Avec l'impérialisme, la guerre fait partie structurelle de l'organisation capitaliste. On ne peut pas la mettre dehors, ce n'est pas un accident, ce n'est pas quelque chose qui vient qui arrive. Ça fait vraiment partie, parce que la chose fondamentale, c'est s'organise un nouvel rapport entre capital et État. Entre capital et État, c'est construit à partir de la fin du 19e, début du 20e, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et se réorganise complètement le capitalisme. Donc, nous, je pense qu'on a raté un peu cette transformation, qui nous tombe dessus avec la guerre. Qu'est-ce que c'est cette guerre? C'est une guerre entre impérialisme, il n'y a pas autre mot, quoi. Hein? Il n'y a pas autre mot. Je ne sais pas comment les appeler. C'est l'impérialisme. Il y a un impérialisme global, l'impérialisme américain, un impérialisme régional, l'impérialisme russe, et un impérialisme qui voudrait être mondial, mais qui n'arrive pas parce qu'il lui manque la monnaie, et les Chinois savent complètement qu'ils n'ont pas la monnaie pour le faire, mais c'est un affrontement pour reconfigurer les pouvoirs mondiaux. Donc, voilà l'espace de la globalisation. Donc, ça, c'est l'autre concept qui m'intéressait, c'était comment reconfigurer l'impérialisme. La dernière chose, mais que je n'ai pas développée dans ce livre, mais qu'elle est sous-jacente, c'est qu'on ne peut pas identifier capitalisme et néolibéralisme. Ah, c'est un autre problème. Ce n'est pas la même chose du tout. Hein? La confusion a été opérée par Foucault avec la naissance de la biopolitique et tout le monde est tombé dans ce piège. Moi aussi au début, hein, il ne faut pas l'admettre, hein, mais ce n'est pas la même chose du tout. Hein? Ce sont deux choses complètement différentes. Hein? Le capitalisme, et le capitalisme, c'est le rapport capital-État, c'est plus correct de parler des machines État-capital plutôt que capitalisme. Hein? On le voit maintenant, on est en train de se débarrasser du néolibéralisme, comme le capitalisme il y a un siècle s'est débarrassé du libéralisme. Hein? Et pour défendre les intérêts des classes propriétaires, voilà, il y avait, à l'époque, il y avait le nazisme, le fascisme, et maintenant, il y a le nouveau type de fascisme. Hein? Donc, la confusion entre capitalisme et néolibéralisme, c'est un autre accident qui est arrivé à la pensée critique, je pense. Hein? Et ça, c'est dû au fait, effectivement, qu'on n'a pas pris en considération l'impérialisme. L'impérialisme montre de façon évidente, structurelle, que le capital, depuis cette époque, donc depuis la fin du 19e, il est, mais aussi à l'époque, depuis l'époque de Marx, on peut dire, hein, il est organisé par différents processus de centralisation économique, centralisation politique et centralisation militaire. Donc, c'est le contraire. Il ne fonctionne pas sur le marché et la concurrence. Il fonctionne sur l'élimination de la concurrence et l'élimination des marchés concurrentiels. Hein? Il fonctionne sur l'établissement de ce type de centralisation. On le voit partout. Hein? Si vous suivez l'histoire du capitalisme depuis 1914, que c'est vraiment le monde de la Première Guerre mondiale, c'est la matrice de notre actualité, vous voyez que ces processus de centralisation grandissent.
la centralisation au maximum a été accomplie dans le néolibéralisme. Hein, et ça, on ne le voit pas si on reste sur le concept de gouvernementalité. Hein. La gouvernementalité, c'est une forme de gestion du capitalisme qui a duré très peu. Hein. La phase ascendante du cycle de l'accumulation, mais pas la phase descendante, et pas la phase qui ouvre vers la guerre. Hein. Là. Et donc, voilà, les trois choses que je voulais démontrer, lesquelles je voulais travailler, c'est de remettre la guerre au centre, hein, parce que si vous voyez tous les changements d'organisation du travail et de redistribution du pouvoir se font à partir de la guerre. Première guerre mondiale. Hein? La disparition de l'Europe comme puissance politique. L'affirmation, commence à s'affirmer les États-Unis. Deuxième guerre mondiale. Affirmation complète des États-Unis, hein, et exclusion de l'Empire anglais. Première, deuxième guerre mondiale, la révolution dans le Sud, hein, passe tout par les guerres, quoi. Ça passe par les guerres. Les grandes ruptures politiques, hein, viennent toujours avec la guerre. Hein. C'est après la deuxième guerre mondiale qu'on s'invente un nouveau mode de production. Hein. Et c'est encore avec la guerre de Corée et la guerre du Vietnam que les États-Unis sont obligés de changer de façon la mondialisation. Hein. Ils ferment le type d'impérialisme qu'ils avaient pratiqué entre les 30 glorieuses, ils inventent un autre type d'impérialisme, hein, l'impérialisme du dollar, hein, qui est pratiqué avec des guerres partout. Hein. Mais là, maintenant, on arrive à un moment où il y a la guerre qui va encore définir la possibilité d'une nouvelle redéfinition du scénario politique et économique. Donc, voilà. Donc, la première chose, c'est la guerre. La guerre, c'est un élément... il faut l'introduire dans le concept de capitalisme. On ne peut pas la mettre dehors. Hein. C'est une puissance économique. Hein. Si vous prenez Baran et Suizy, donc des auteurs que personne ne lit plus maintenant parce que le marxisme est passé de mode, mais ils ont écrit des livres absolument fondamentaux des années 60, hein, où ils expliquent la fonction de la guerre. Hein. Ou Kalecki, hein, ou Luxembourg, ou Lénine. Hein. Bon, voilà. Donc là, on a complètement oublié ce truc, on est arrivé sur un truc postmoderne, où il y a la gouvernementalité, la multiplicité, tout ça. Hein. On a complètement oublié ce côté. La deuxième chose, c'est l'histoire, effectivement, de l'impérialisme qui va avec. Hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut parler d'impérialisme et dans quel sens on peut parler d'impérialisme? Hein. Moi, je reste plutôt du côté du pays du Sud. Il faut continuer à appeler l'impérialisme, il n'y a rien à faire. Impérialisme au pluriel. Hein. On ne peut pas... la tentative de substituer empire à impérialisme, c'était un échec patent. Hein. Et la deuxième chose que cette histoire de ne pas identifier néolibéralisme et capitalisme, ça c'est un autre danger très important. Hein, parce que le néolibéralisme introduit une forme de conception du pouvoir qui est une conception du pouvoir fondamentalement postmoderne. Voilà, grosso modo, plus ou moins, c'était ce que je voulais faire. Je n'ai pas fait complètement dans ce livre, mais ce que j'ai dit en plus de ce que j'ai écrit dans ce livre. Petit livre. Maurizio, oui. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu as fait dans ces 4 derniers livres, non, cette rentrée, la guerre à nouveau comme un aspect décisif. Mais j'ai un doute, parce que parfois, j'ai l'impression, un peu je ne sais pas si on peut dire ce virage stratégique, léniniste que tu as fait, mais parfois, en lisant, j'ai l'impression que c'est la lecture du processus historique est parfois, on dirait, plus importante que les luttes. J'essaie de m'expliquer. Lénine, bien sûr, est un géant, tout ça, mais j'ai l'impression que tu dis d'une façon, il faut qu'on ait la bonne perspective, et à partir de ça, les choses vont aller mieux. Mais ça m'étonne un peu, en plus, vu ton histoire et une tradition d'où tu proviens, que la présence des luttes soit contemporaine, soit pas, on va dire, exubérante dans le texte.
non? Et même dans le cas de l'Ukraine, tu cites un moment, il y a un paragraphe sur les révoltes contemporaines, mouvement des places et tout ça, à un moment donné, je crois qu'au 2e chapitre, au 3e. Mais, et après, et tu cites même pas Maïdan. Une fois, il y a un moment, une allusion, je crois. Mais c'est pas cité. Et c'est, bien sûr que la chose vient de beaucoup plus loin, mais c'est un moment clé, non? Et un peu, c'est ça que je voulais te demander. Et à Léon, quelque chose un peu semblable, mais quel serait le rôle des dissidents, autant en Ukraine qu'en Russie? Qui commence? Moi, je ne sais pas quel est le rôle des dissidents, parce que ce qu'on voit, c'est une confrontation. Mais vraiment, je ne suis pas d'accord avec Maurits quand il oppose les États-Unis à la France et à l'Allemagne. Je vois un bloc, vraiment, dans un bloc, il y a une diversité. C'est vrai, ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que les États-Unis détruisent l'Allemagne et la France. Je n'arrive pas, ça ne fait pas de sens pour moi. Je ne veux pas dire que tu n'es pas dans le vrai. Moi, je ne comprends pas. Ça me dépasse. D'un autre côté, quand on parle de ces choses-là, je ne peux pas penser à la révolution féministe. Je suis tout à fait du côté des femmes ou du côté des gens qui luttent contre le racisme et tout ça. Ce ne sont pas des luttes révolutionnaires. Les États supportent parfaitement bien ces luttes. La vraie lutte, c'est le fric, c'est le capital, c'est l'argent, c'est ça qui fait valoir. Disons la Chine. Je peux me tromper, mais je vois une division en deux, l'État et le capital. C'est net, à mon avis. L'État, il contrôle le capital. Et Maurice lui-même, il écrit ça. Quand il s'agit d'une petite révolte contre l'État en Chine, paf, on casse, on arrive même à tuer les gens de la révolte. Mais aussi, je ne peux pas penser, il n'y a pas un impérialisme chinois, territorial au moins. Je ne comprends pas ça. Jamais dans l'histoire de la Chine, on a vu un mouvement impérialiste chinois, dans le sens au moins traditionnel. Et la Russie, je crois qu'elle est en retrait. Elle est perdante. Elle ne peut pas avoir des visées impérialistes. Elle est en défensive, à mon avis. J'ai du mal à comprendre cette thèse-là. Vraiment, je voudrais bien d'être convaincu. Non, mais je peux répondre à cette histoire. Je ne dis pas qu'ils sont en train de détruire les Américains sont en train de détruire l'Allemagne et la France. Je suis seulement en train de dire qu'ils sont en train de se subordonner. C'est que les Allemands, les Américains ont toujours fait avec ses alliés. Si on prend le Japon. Oui, d'accord. Ouais, c'est-à-dire. Non, on peut utiliser seulement que là, ils ont changé des chevals de bataille, quoi. Ils vont jouer comme un jeu politique, ils vont jouer sur la Pologne et sur les pays de l'Est. Ils vont essayer de neutraliser l'axe franco-allemand. Avec le Japon, ils ont fait ça dans les années, dès qu'il y a des alliés qui deviennent dangereux du point de vue économique, ils vont bloquer leur économie. Le Japon est dans une réelle stagnation financière et économique depuis 20 ans.
Mais ce sont les Ouais. Américains qui l'ont mis dedans cette histoire. Donc, d'abord parce qu'ils occupaient le Japon. Hein. Quand le Japon a commencé à devenir dangereux, ils commençaient à acheter les entreprises américaines. Ils ont dit arrêtez, on arrête. Ouais, parce que la chose fondamentale de cet impérialisme, c'est qu'il est un impérialisme du dollar. Il est un impérialisme financier, mais avec derrière le Pentagone, avec les militaires. Sans les militaires, ça n'existe pas. Donc, voilà. Moi, je ne dis pas que la Chine, c'est un impérialisme dans le sens classique du terme. Je dis qu'elle a besoin, et elle est en train de le faire partout, de récupérer des ressources en Afrique, tous les pays en Amérique latine. Elle essaye effectivement d'asseoir sa puissance. L'impérialisme territorial n'existera plus, hein, mais ce sont des puissances, disons comme ça, macro-mondiales, qui se mettent en compétition. La Russie, quand même, un peu d'initiative, elle a prise en Moyen-Orient et en Libye et tout ça, et en Syrie, elle n'a pas rigolé. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu politique. Donc, moi, je me suis concentré, non, pas pour répondre à Léon. Non, pour cette histoire de lutte, hein, la chose est un peu compliquée. Donc, d'abord, nous vivons depuis 50 ans une contre-révolution énorme, hein, une énorme contre-révolution qu'on n'arrive pas à stopper. On n'arrive pas à s'opposer à cette contre-révolution. Hein. On n'arrive pas, ça continue, ça va, jusqu'à la guerre. Hein. La différence qu'il y a entre la situation contemporaine et la situation il y a un siècle, c'est que la situation il y a un siècle, il y avait des mouvements qui mettaient en discussion le capitalisme, hein, le socialisme, la révolution russe, les révolutions en Occident qui ont échoué, les révolutions dans le tiers-monde, hein, la Chine, le Vietnam, tout ça. Il y avait de vraies oppositions. Hein. Et les avancées qu'on a eues, on les a eues par rapport à cette lutte-là. Hein. Ce sont les révolutions, en réalité, qui ont permis le welfare en Europe, les salaires, tout ça. Hein. Quand la révolution s'est arrêtée, elle a été défaite, hein, on est tombé dans le fait qu'ils sont en train de se reprendre tout. Ils sont en train de se reprendre tout. Le rapport de force d'aujourd'hui, c'est avant la révolution soviétique. Hein, et si ça continue comme ça, on vient avant la révolution française. Et c'est ça la réalité des choses. Hein. Donc, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de lutte. Hein. Dans un livre que je vais publier prochainement, je vais analyser cette histoire. Je dis seulement qu'il y a une faiblesse politique dans ces luttes qui est démontrée du fait qu'on n'arrive pas à bloquer ces processus. On n'a pas trouvé la façon de les bloquer. Il y a des luttes magnifiques qui se développent, mais on n'arrive pas à les bloquer, ces processus. Au contraire, hein, on perd tout le temps. Hein, mais quand il y avait les pertes, avant les années 70, quand on avait perdu du point de vue, par exemple, économique, non, quand on avait perdu du point de vue politique, genre la Commune de Paris, il y avait quand même des avancées économiques. Hein. Là, on est face à une double défaite. Défaite politique et défaite économique. Hein. Donc, il y a une faiblesse substantielle, je ne sais pas, il faudrait analyser d'où elle vient, hein, qui est liée par ces mouvements. Moi, je pense qu'une des raisons, c'est qu'il y a des mouvements qui ne prennent. Il y a eu une grande séparation, il y a eu la défaite de la Révolution dans les années 60, la Révolution, justement, elle a été critiquée, et on a séparé, disons comme ça, les processus des constitutions de mouvements des processus révolutionnaires. On a cassé, on a dit, la Révolution, effectivement, va empêcher, par exemple, le rapport à soi, va empêcher empêche les formes d'organisation démocratique, tout ça. Hein. On pensait que la révolution avait un effet négatif sur le mouvement. Hein. Donc, on a essayé de séparer les deux moments. Hein. Mouvement politique et révolution. On a abandonné la révolution avec la guerre. Je pense que c'était une erreur politique. C'était vrai que la révolution, comme elle a été conçue à cette époque, elle était contre-productive par rapport au mouvement, par rapport à la démocratie, par rapport à la subjectivité. Mais on ne peut pas les séparer
si on les sépare, on se trouve dans la situation contemporaine. C'est-à-dire qu'on se trouve face à une capacité énorme d'opposer une vraie résistance à la machine qui nous écrase. C'est ça que je dis. Là, on arrive dans tous les pays, mais je sais pas, mais même la lutte qu'il y a en France maintenant, c'est une lutte très importante. Mais est-ce qu'elle va gagner? Ça va être très compliqué. Donc, on arrive dans tous les pays d'Europe. En quelques années, on est passé de 60 à 67 ans pour aller à la retraite. 7 ans de plus. 7 ans, pas quelques mois, les heures supplémentaires. 7 ans de vie qui est prise par le capital, directement. Ici, on se bat pour ne pas passer de 62 à 64. On va gagner, ça va être très compliqué. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi on n'arrive pas à trouver une vraie opposition. Donc, il faudrait faire une analyse très spécifique. Je pense qu'une des raisons, c'est qu'on a abandonné ce côté stratégique. Quand je parle de stratégie, je veux dire, personne n'analyse plus le cycle du capital. Personne n'analyse plus les concepts de crise, les concepts de guerre, les concepts des cycles du capital. Le cycle du capital commence. Personne pose plus la question de la force. Qu'est-ce que c'est? Comment? Le problème d'organiser la force, d'utiliser la force, c'est une chose fondamentale. C'est toi, tu peux voir tous les beaux discours, toutes les raisons du monde. Si tu n'as pas la force pour l'imposer, ça ne sert à rien. C'est ça. Déjà Machiavelli, mais même Marx disait, les idées sans la force, c'est pratiquement, c'est rien du tout. On le voit en France aujourd'hui. Le problème, c'est qu'effectivement, ça se pose le problème que quand il y a un pouvoir qui dit non, et il y a un mouvement qui dit oui, entre des volontés opposées, qui décide de la force. Et qui est plus fort gagne. Il n'y a rien à faire. On peut changer ce qu'on veut, on peut mettre tous les changements que vous voulez, le capitalisme cognitif, le capitalisme numérique, les micros, la révolution moléculaire, tout ce que vous voulez. On arrive à un certain moment, comme au Chili, par exemple. Au Chili, on arrive à un certain moment où le mouvement, il y a une vraie insurrection, il y a une rupture, et après, il y a une défaite. Parce qu'à un certain moment, on se trouve face au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a une multiplicité de mouvements, mais la confrontation au Chili avec les pouvoirs, c'est une confrontation avec un pouvoir qui contient tous ces éléments, qui contient les racismes, qui contient les sexismes, qui contient l'exploitation du travail, mais il les dépasse vers le problème général du pouvoir. Et il y a un certain moment, comme au Chili, ou comme dans d'autres situations du monde, comme au Caire, par exemple, comme en Égypte, ou comme en Iran, où quand on se confronte avec ce type de pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir, on se confronte directement avec l'impérialisme. Parce que les Américains sont là quand on arrive à un certain niveau. Donc, on arrive à un certain niveau même de lutte, et on ne sait pas, et on a des difficultés à faire les passages ultérieurs. Donc, moi, je ne suis pas contre la lutte, au contraire, je suis absolument favorable. Et je suis tout à fait convaincu qu'il y a des luttes formidables. Mais ce que je vois par rapport à il y a un siècle, c'est qu'on a perdu, mais parce qu'on l'a perdu vraiment. Du moins, un mouvement féministe qui fait une analyse du capitalisme. Non, il fait une analyse des relations de pouvoir dans laquelle il est pris, absolument correct. On trouve, moi, un mouvement de colonial qui fait une analyse de l'évolution du capital. Le capital, il y a un cycle du capital qu'il faudrait prendre en considération. Le capital naît à un certain moment, par exemple, ce cycle-là de l'accumulation est né en Amérique latine avec les guerres civiles en Amérique latine, et après les guerres contre les syndicats en Europe. Après, il y a eu une bataille politique qui a été menée, qui a été gagnée par les capitalistes et par l'État. Après, ils ont inventé un nouveau mode d'accumulation qui est très rapidement en crise. De 2008, crise, et après, on passe à la guerre. Donc, il y a cette phase-là, et chaque phase présuppose des rapports de force et un discours sur la force, sur l'utilisation de la force qui est différente. Donc, ces choses-là, c'était les b.a.-ba du mouvement révolutionnaire qu'on a complètement perdu. C'est ça que je dis. Je ne dis pas, donc ça a été complètement perdu. Et clair, s'il n'y a pas l'impérialisme, s'il n'y a pas
Et s'il n'y a pas ce discours sur la guerre, pourquoi se poser beaucoup de problèmes, hein? Mais quand arrive la guerre, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Hein? Les mouvements ne disent pratiquement rien sur la guerre. Hein? Ils disent plus de choses. Moi, j'étais en novembre en Argentine, au Chili et en Uruguay. Hein? Et là, ils disaient des choses beaucoup plus intéressantes de ce qu'on dit en Europe. Hein? Aussi bien les gens de l'université, dans les débats à Valparaiso, où j'étais, à Santiago, à Buenos Aires. C'était beaucoup plus intéressant la discussion que j'ai eue en Amérique latine qu'en Europe. Hein? Il y a un vrai problème sur cette histoire de la guerre. Hein? Donc, moi, je ne suis pas contre le mouvement. Au contraire, hein? Je pense qu'il y a des mouvements très importants. Hein? Mais est-ce il faudrait reprendre cette question, non? Ou bien on pense que la question de l'organisation, de l'organisation de la force, de l'organisation des problèmes de la violence, des problèmes de la guerre, ce n'est pas un problème politique, alors ça, on laisse tomber et on subit ce qu'on est en train de subir. Hein? Et après, on fait quoi? On fait des formes d'autovalorisation, des rapports à soi, voilà, et on fait des... Et je ne suis pas contre, hein, mais politiquement, ça risque de ne pas être suffisant. Hein? Alors, autrefois, ils étaient obsédés par la question du pouvoir. Hein? Les mouvements révolutionnaires étaient obsédés par la question du pouvoir, même trop, hein, et subordonnaient le processus démocratique à la question du pouvoir. Hein? Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Hein? Il faut dire qu'il faut prendre en considération cette question. Hein? On ne peut pas faire semblant que ce problème n'existe pas. Hein? Il faut le prendre parce qu'après, tu te trouves Bolsonaro à la maison. Hein? Tu te retrouves les fascistes en Italie. C'est ça la question. Et c'est pas encore, ils sont pas méchants, les fascistes, parce qu'il n'y a aucun mouvement d'opposition réel. Hein? Le capitalisme, ces mouvements-là ne font pas peur au pouvoir. Les mouvements politiques qu'il y a aujourd'hui, pour l'instant, hein, ils ne menacent pas le pouvoir. Hein? Le pouvoir est menacé par lui-même, il est menacé par la financiarisation, il est menacé par la volonté de puissance des États, il est menacé par ça plutôt que par les dangers qu'avait représenté le bolchevisme, qui avait représenté les révolutions au XXe siècle. Donc, les fascistes sont bien intégrés, sont là, ils font un peu comme Bolsonaro, comme Trump, comme les fascistes en Italie. Mais quand même, ils sont les fascistes au pouvoir. Vous vous rendez compte, on est arrivé à un point où il y a les fascistes au pouvoir. C'est ça. Hein? Et donc, il y a quelque chose qui, à mon avis, qu'il faudrait discuter après 50 ans, parce que cette accumulation a commencé il y a 50 ans. Hein? 50 ans, c'est énorme, hein? C'est un demi-siècle. Hein? Donc, on n'a pas encore réussi à renverser. Alors, moi, je suis effectivement, pour faire une analyse très serrée, hein, des mouvements qui se développent au Nord, qui, par exemple, maintenant, hein, à partir de 2011, a commencé un cycle de luttes très intéressantes. Hein, parce qu'après 2008, on va vers la guerre, mais on va aussi vers l'approfondissement des luttes politiques. Hein. On va vers, c'est que moi je dis, on peut aller vers la guerre, on va sûrement avec la guerre, on pourrait aller vers la révolution, vers des ruptures. Hein. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des cycles de lutte importants. Hein. Ce qui s'est passé en Amérique, en Afrique du Nord, c'était magnifique. Hein. Seulement que là, il y a eu une défaite politique presque immédiate. Mais là, il y a eu une vraie insurrection. Hein. Hein. Après, elle s'est diffusée dans le Nord avec une intensité complètement différente parce que Occupy Wall Street, ce n'est pas la même chose que les 800 morts qu'il y a eu en Égypte, hein, en Tunisie. Hein. On sait ce qui s'est passé après. Hein. Ce qui s'est passé au Chili, c'est une chose absolument fondamentale. Mais là aussi, on a perdu. Hein, on a perdu parce que le pouvoir a réussi à récupérer la déstabilisation que les mouvements avaient imposée. C'est une vraie insurrection. Là, c'est une insurrection classique, pas vraiment. Une insurrection comme à l'époque de Lénine. C'est une insurrection. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Hein? Ou qu'est-ce qui s'est passé en Iran? C'est la même chose. Hein? Et partout. Dans les Nord, maintenant, il y a des formes de lutte qui sont des formes de lutte syndicales qui essayent de sortir du syndical, mais qui sont très différentes de celles du Sud, à mon avis. Hein. Ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en France. Lundi, il y a une grande grève en Allemagne. Donc, il y a une mise de mouvement, il y a une mise de lutte. Elles sont en train de bouger.
Mais est-ce qu'il faut une stratégie politique ou pas? Non, je ne sais pas, moi. C'est pas. L'autre fois, c'était un problème fondamental. Et à ce moment-là, il faut une organisation politique. Si le problème, c'est que quand Macron dit non, moi, je garde les 64 heures, il n'y a rien à faire. Toi, tu vas travailler jusqu'à 64. Et dans 3 ans, tu vas travailler jusqu'à 67 parce que je vais changer encore. Et toi, tu dis non. Qui décide là-dedans? Qui décide? Décide qui est plus fort. Mais c'est très banal, mais c'est comme ça. Rien n'a changé depuis Machiavel, depuis, je sais pas, depuis même les Grecs, quoi. Ça rien n'a changé. Donc, à un certain moment, il faut arrêter avec cette fantasmagorie de changement continu. Toi changer. Après, se retrouve avec toute cette mirabolante technologie. Après, se retrouve face au pouvoir. Le pouvoir, il te dit non. Et toi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, bon, je rentre à la maison, ou bien je trouve une façon de m'organiser pour essayer d'imposer, en sachant que la seule chose qu'ils entendent, c'est qu'ils entendent sont les rapports de force. Ils n'entendent pas autre chose. Ils s'en foutent complètement. Mais vraiment, ils sont rien à foutre de ce que tu racontes. Voilà. Ils ont un problème de rapport de force. S'ils sont menacés, ils cèdent. Comme ils ont été obligés de céder après la révolution soviétique, après toutes les révolutions qu'il y a eu dans le Sud, là, ils ont cédé. Parce qu'il y avait un mouvement, parce qu'il y avait la révolution réelle qui était en train de marcher dans différents pays du Sud, qui a rompu ces choses inouïes, ce qu'ils ont fait dans le Sud à suite de la révolution soviétique. Ils ont rompu le rapport, la colonisation, c'est 4 siècles sur lesquels le capitalisme avait vécu. Donc là, et en plus, les luttes syndicales et politiques dans le Nord avaient menacé le capital. Là, il a donné quelque chose. Dès que ça a disparu, ils l'ont repris. Mais c'est normal qu'ils le reprennent. Ils vont reprendre tout. Il n'y a pas quelque chose qui s'oppose, ils vont reprendre tout, mais même plus que tout. Donc, moi, je ne dis pas que je suis pour la lutte, mais il faut que cette lutte soit organisée dans un espace où on tient compte des rapports de force qu'il y a entre les acteurs. On ne peut pas faire semblant que ces choses-là n'existent pas. On peut pas Là, il y a 2 mois de lutte en France incroyable. Incroyable. Moi, j'étais aux manifs. Les manifs sont énormes. Mais après, donc, a commencé avec les manifs pacifiques. Et dès que l'autre... Parce qu'on ne vit pas en démocratie. On ne vit pas en démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, elle a dedans des systèmes comme celui qui a utilisé Macron, qui est pratiquement, c'est la souveraineté. C'est un retour fulgurant de la souveraineté. C'est un souverain qui décide. À ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, nous reste ils ont commencé à casser. À Paris, ils sont en train de casser. Toutes les soirs, ils cassent quelque chose. Mais bon, voilà. En même temps, je ne sais pas si c'est la bonne pratique, mais il n'y a pas, je ne vois pas d'autres solutions jusqu'à quand il n'y aura pas une organisation politique qui essaye de rétablir des rapports de force avec les pouvoirs. Donc, ce livre, j'ai beaucoup parlé de stratégie. J'ai essayé de récupérer cette idée de la stratégie, parce que autrement, je ne vois pas. C'est pas une façon de se détacher du mouvement, de s'extraire du mouvement. C'est une façon de penser les rapports de force à l'intérieur du mouvement. Il faut reprendre un point de vue stratégique. Il était exagéré chez Lénine, chez tous les révolutionnaires, parce qu'ils étaient obsédés par la stratégie politique, ils étaient obsédés par la prise du pouvoir, ils étaient obsédés aussi du fait qu'ils ne voulaient pas que se reproduise la Commune de Paris, un massacre. Ils ne voulaient pas que se reproduise, il faudrait trouver la manière qu'il ne se produise pas ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé au Chili, ce qui s'est passé au Brésil. Parce que Lénine avait réfléchi sur cette histoire. Comment est possible qu'on se fasse massacrer comme ça? Et c'est à partir de cette idée que le prolétariat, pour la première fois, a gagné. Là, si toi, tu arrives à un rapport de force d'un certain niveau, tu vas te faire massacrer, c'est sûr, automatique. Automatique. Sinon, on se fait des illusions sur le changement de
de la situation. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les Américains ils continuent à faire ça partout où ils doivent le faire. Voilà. Donc, moi, je suis pas contre lui. Je sais pas si c'était clair ou pas. Oui, oui. Oui, c'est une. Et on attend cet autre livre que tu as mentionné. Mais j'aimerais poser une dernière question, autant Léon qu'à Maurizio. Maurizio, tu es venu plein de fois ici au Brésil, tout ça. Je pense qu'un point fort de ce livre est de chercher une analyse qui, d'une certaine façon, euh, pour, pour, pour citer un vieux schéma trotskiste, soit le ni-ni. Non? Et le Brésil est un pays qui n'arrive pas à influencer à ce niveau-là, mais à une certaine taille, un certain poids. Comment tu vois le rôle du Brésil comment vous voyez, vous deux, le rôle du Brésil aujourd'hui dans ce contexte de cette guerre en Ukraine et, et aussi le Brésil comme État avec le nouveau gouvernement Lula, mais aussi le Brésil à partir des luttes brésiliennes, on va dire. Ah, tu n'as Non. pas. Ah, c'était Samson. Pour Non, moi, c'était bloqué. C'était bloqué tout. Maintenant, non, répète ce que tu as dit, la dernière chose que tu as dit. Ah, la dernière. Tu peux répéter? Non, c'était donc de voir quel est le rôle du Brésil dans ce contexte de la guerre en Ukraine. Non, le Brésil, autant en pensant au Brésil comme le nouveau gouvernement Lula, mais aussi le Brésil dans un contexte plus vaste, quoi, aussi des mouvements brésiliens aussi, au-delà du gouvernement. Mais la partie d'avant, c'était bon? Ou je répète? Oui. C'était bon? Non, je pense que oui, je me rappelle très bien. Mais... Léon, tu réponds d'abord? Oui, merci pour la question. Je ne sais pas si je pourrais la répondre parce que le gouvernement Lula ne fait que débuter. Je crois qu'il va reprendre déjà la lignée suivie avant avec des gens comme Amorim, comme le grand auteur du Itamaraty, Guimarães qui a écrit des choses très remarquables avant. Et je crois que le Brésil cherche vraiment une position mixée avec d'autres pays où il puisse jouer un rôle important. Et Maurizio n'a pas parlé, il n'était pas obligé de parler de ça. Mais disons, un pays comme la Bolivie, l'élection d'Evo Morales a été quelque chose pour moi d'extraordinaire parce qu'il a fait monter les Indiens sur la place qui leur était interdite. Les Quechua, les Aymara, tous ces gens-là ont monté au pouvoir aussi. Ils ont une force impressionnante parce que vraiment, on n'a pas pu déloger le pouvoir de Morales. Les Américains ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et c'est une relation différente de celle qu'on connaît. Disons, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, ce sont des pays très proches de l'Europe, je dirais. Mais la Bolivie, c'est quelque chose de déjà un peu différent. Elle a des racines propres, je dirais. Mais le Brésil, dans cette position qui veut arbitrer avec la Chine, avec d'autres pays, certainement, il y a
Maurice nous a montré qu'il y avait la moitié de la planète qui était contre l'OTAN, n'est-ce pas, veut prendre la parole dans ce sens-là. Je crois que la dimension du pays exige qu'il le fasse aussi, parce que après cette blague fasciste qui était Bolsonaro, le Brésil ne pouvait pas continuer en se fermant sur lui-même. Pour le pays, c'est fondamental. Je ne parle pas de bise seulement, je parle de la projection d'un État. L'État brésilien, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un pays important aujourd'hui. On doit compter sur lui, mais pour le moment, dans une alliance avec d'autres nations qui puissent faire cette médiation. Je crois que la médiation, elle catapulte aussi le Brésil dans le sens du scénario international. Et on a oublié, à cause vraiment de Bolsonaro, cette espèce de milicien, une culture, je veux dire. C'est une culture, ce n'est pas le type, l'individu. C'était une culture de gangster, une drangheta au Brésil, dans le pouvoir. Maintenant, le Brésil peut sortir de cette position et chercher quelque chose qui sera très important, je crois, pour le pays et aussi pour le monde, tout un groupement de pays qui pourra s'allier en cherchant des solutions et de se faire entendre. L'important, c'est qu'on se fasse entendre par les États, par l'OTAN, par exemple. Les États-Unis et l'Europe, c'est là, au fond, il y a vraiment, je pense que c'est en bloc maintenant, parce que si on ne fait pas en bloc, on ne risque pas à la Chine. Maintenant, l'union de la Chine et la Russie, l'Inde en partie, l'Iran. Et maintenant, il y a cette nouveauté extraordinaire, cette paix entre l'Arabie saoudienne et l'Iran. Ce n'est pas un enjeu secondaire en Asie. C'est une chose très importante à mon avis. Je ne sais pas comment ça se passe, quels sont les enjeux de cette pacification. Mais elle est importante, justement pour penser ces possibilités nouvelles. L'Afrique, le Brésil aime l'Afrique. Durant le gouvernement Lula, l'Afrique était le chouchou de Lula. On a fait des choses extraordinaires avec l'Afrique. On a beaucoup aidé, on a eu des retours aussi. C'était des échanges importants. C'est dans ce sens-là que je vois maintenant, c'est le début, c'est un peu prématuré de faire poser des thèses fortes. Je crois que ça peut aller par là. Jean, c'est ça, je crois. Je ne sais pas si j'ai t'ai répondu. Non, merci pour la question. Allora, Maurizio. Allora, Maurizio. Non, je pense qu'on va vers des temps très instables, une situation très instable, très incertaine, très imprévisible. C'est-à-dire, on est rentré dans une configuration où l'histoire de la guerre, elle ne dépend pas seulement des résultats de la confrontation entre la Russie et l'Ukraine. Hein. C'est en général cette instabilité qui va durer longtemps. Donc, parce que on est arrivé à un point où la division internationale du travail doit être reconfigurée. Alors, les Américains ne veulent pas abandonner leur position de pouvoir, les autres veulent avoir du pouvoir, donc ça va être très instable. Donc, c'est un jeu qui se fait entre puissances capitalistes et impérialistes, se font entre eux. Il n'y a pas la capacité de s'insérer dedans, comme avait fait la révolution bolchevique. Les grands mérites, je ne suis pas léniniste, mais quand même,
il faut reconnaître que cette capacité de s'insérer dans une guerre comme ça, c'est pas rien, et de changer complètement, renverser la table. Ils étaient en train de se partager. Moi, je veux ça. Hein? Rentre quelqu'un qui dit non, on renverse tout. Alors, on peut dire ce qu'on veut des camarades de Lénine, mais voilà. C'est pas rien, parce qu'après ça, a ouvert toute la lutte de libération nationale des rives de ça. OK. Donc, c'est tout dans une situation d'instabilité et politique. Les temps ont changé, donc on va vers un approfondissement, une continuation de cette instabilité. Et cette instabilité, c'est aussi une possibilité pour le mouvement politique de se développer. Parce que les polarisations vont s'accentuer. Les polarisations s'accentuent. Il n'y a rien à faire, mais je ne sais pas comment le dire, mais on ne peut pas faire autrement. Il y a des polarisations qui vont... Et parce que le capitalisme, en même temps, nous, on est en crise depuis 2008. On n'est pas jamais sorti de la crise économique de 2008. Une autre conséquence de la guerre, c'est qu'on n'est jamais sorti de la crise de 2008. Et là, ce qui est en train de se passer de la finance, c'est une démonstration qu'on n'est pas encore sorti. Hein? Et le capitalisme va vers la destruction. Là, c'est une destruction. Il est dans une phase de destruction. Là, c'est une phase différente d'un autre moment du capitalisme, des années 80-90, qu'il faudrait analyser. Ça, on a complètement oublié cette analyse très marxiste, très classique, mais qui est fondamentale. Parce que là, si on rentre dans une période de destruction, destruction destructive, pas destruction créative comme Schumpeter, mais destruction destructive, qu'est-ce qui se passe? Voilà. La chose la plus raisonnable serait effectivement d'appuyer la Chine dans cette tentative diplomatique. Hein? Mais les États-Unis ne veulent pas entendre parler de cette histoire. Okay? Les États-Unis, qui dirige la guerre en Ukraine? C'est le Pentagone. C'est le Pentagone décide que la guerre est terminée, elle est terminée. Si on décide qu'on va en négociation, on va en négociation. Si on décide de ne pas aller en négociation, on ne va pas en négociation. Voilà. Donc, c'est très simple. Hein? Il suffit de ne pas fournir des armes à Zelensky. Zelensky est obligé de traiter. Hein? C'est très simple. Donc là, on ne va pas vers cette solution, je pense, parce que les Américains et les Européens ne veulent pas. Hein? Les Européens sont complètement out. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de jouer contre eux-mêmes. Bon, ça, c'est les classes politiques européennes qui sont suicidaires. Hein? Ils sont déjà suicidés une fois à la Première Guerre mondiale. Ils ont continué avec la deuxième. Et là, ils continuent avec cette Quatrième Guerre mondiale et ils sont en train de se suicider. Bon, c'est une vocation qu'ils ont depuis un siècle, donc on laisse se suicider. Seulement qu'ils nous entraînent nous aussi. Donc, le problème, c'est effectivement d'arriver à une solution diplomatique, hein, au moins pour l'instant, bloquer ce processus. Et là, effectivement, le Brésil aurait la possibilité, de ce point de vue, de jouer une carte. Hein. Mais cette idée de penser une monnaie qui s'extrait du régime du dollar, c'est une déclaration de guerre vers les États-Unis. Vous ne vous rendez pas compte, la vraie guerre, c'est de dire, moi, je ne vais pas changer de marchandises à travers le dollar. Je vais changer des marchandises avec d'autres, avec une autre monnaie. Ça, c'est une déclaration de guerre aux États-Unis. Il n'y a rien à faire. Hein? Ça, c'est une vraie déclaration de guerre. D'ailleurs, les États-Unis l'ont toujours dit. Le dollar, c'est notre monnaie et votre problème. Ils l'ont dit depuis 1971. Donc, voilà, tu vois. L'autre question, c'est effectivement le mouvement politique. Là, il faudrait faire une autre réflexion, pas géopolitique, parce que pas géopolitique, j'aime pas. Par rapport entre puissances, parce que ça nous concerne moins. On n'a pas la force d'entrer dedans. On n'a pas les partis bolcheviques qui peuvent renverser la table, donc on oublie cette histoire. On peut par contre, c'est pas essayer de développer des mouvements qui vont dans le sens de se solidifier et surtout de penser une forme d'organisation qui puisse rentrer dans ce jeu, qui puisse rentrer dans les rapports de force, qui crée des rapports de force, qu'il arrive à les solidifier, qu'il arrive à tirer des profits de ces rapports de force. Donc là, il faudrait penser effectivement, voilà, parce que
après 2008, il y a eu de vraies insurrections, de vraies luttes, mais là aussi, on a toujours perdu pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre toujours. Hein. Moi, on disait, on a perdu, on gagne, on a perdu, on gagne, on va terminer pour gagner. Peut-être que c'est comme ça qu'il faudrait penser. Mais effectivement, 2008, et la suite, l'Afrique du Nord, après le Chili, avant, voilà, après l'Iran, etc., c'est une défaite après l'autre. Hein. On continue à accumuler des défaites. Il faudrait commencer à apprendre des défaites, se demander pourquoi on a été défait. Hein. Pourquoi? Et ça veut dire que c'est une pensée qui est un peu différente de ce qu'on a cultivé pendant 50 ans. Hein. Et c'était une pensée qui était auto-centrée sur les problèmes de chaque mouvement, hein, et sur l'autodéveloppement de ce mouvement. OK, ça c'est une chose fondamentale à faire, il faut la faire. Hein. Et il faut aussi prendre en considération qu'on est dans une situation de relation de pouvoir. Voilà, et donc il faudrait commencer à élaborer, si on a la capacité, ce que jusqu'à maintenant on n'a pas fait. Donc le Brésil peut avoir un lieu important, à niveau géopolitique sûrement. À niveau de mouvement, je ne connais pas la situation, ça fait beaucoup que je ne viens pas au Brésil, mais beaucoup de temps que je ne viens pas au Brésil, mais d'autres pays d'Amérique du Sud, il y a des choses très intéressantes qui se développent. Par exemple, en Argentine, où je connais un peu mieux parce que je suis allé récemment, il y a des choses très intéressantes qui se développent. Aussi bien pour ce qui concerne le mouvement féministe que les mouvements, ce qu'ils appellent l'économie populaire. Hein. Il y a des choses très importantes. Mais là aussi, il faudrait les insérer dans un discours plus large. Voilà. Léon, Maurizio, vous voulez faire encore dire quelque chose avant qu'on termine ou c'est bon pour aujourd'hui et après on se retrouvera un autre moment? Pour moi, c'est bon. Moi aussi, je voulais bien entendre Maurizio et toi, Jean, j'étais très content d'être là. Bon, alors je vous remercie, Léon et Maurizio, pour cette discussion et donc. Et j'espère qu'on puisse se voir bientôt au Brésil. Oui. A presto. Ciao. Merci Léon, merci Maurizio. Merci. Ciao Léon, ciao. Ciao Jean. Ciao. Ciao.